S'il en est, Clarisse Serre, qui vient à votre rencontre ce soir pour partager avec vous son métier, j'allais dire son métier, non, sa passion en fait, qui est le droit pénal. Nous nous sommes affrontés sur quelques terrains, Clarisse. Maintenant, je peux te faire une confidence aujourd'hui que je ne t'ai jamais encore faite. Tu m'as parfois mis en difficulté. La prescription, oui. Parce que quand il y avait un point de droit, dans un dossier, il y a toujours des points de droit faibles. On sait qu'on a un dossier qui a des points de vulnérabilité. En révisant le dossier, en le préparant, je me disais, il y a une avocate au milieu de tous ces hommes, hein, parce qu'on n'était pas beaucoup avec des femmes pénalistes. Il y en a une qui va voir où est le problème, et ça ne manquait jamais. C'était toi. En même temps, je l'avais anticipé, ça s'arrangeait. Mais je te dis maintenant, tu as réussi parfois à me mettre en défaut. Vous voyez que ça ne nous empêche pas d'être confraternels, voire je l'espère un peu plus. Je te laisse évidemment la parole, car c'est toi qui sont venus entendre. Merci d'abord, merci par avance. Bonjour à tous, c'est un peu solennel tout ça. Ça me fait très plaisir ce que dit Martine. Je ne m'attendais pas à être sur un peu en hauteur par rapport à vous, parce que je pense que c'est plutôt sous forme d'échange, et que moi je ne suis pas du tout professeur, et que je n'ai pas la prétention de vous apprendre quoi que ce soit, mais plus d'échanger. Martine m'a demandé de venir. Je suis ravie parce que effectivement j'ai écrit un livre qui me donne l'occasion de rencontrer beaucoup de gens actuellement. Et ce livre est consacré exclusivement à mon métier. Donc je suis avocate pénaliste. Je ne fais que du pénal depuis maintenant 27 ans. J'ai toujours voulu faire du pénal. Donc vous savez ce que c'est. C'est essentiellement les tribunaux correctionnels et les cours d'assises. Alors après, il y a déjà une discussion entre certains avocats qui est de se dire, est-ce qu'un pénaliste ne fait que de la défense, ou est-ce qu'un pénaliste peut aussi bien assister une partie civile? Alors Martine connaît ça, parce que moi en tous les cas j'ai souvenir de Martine sur un procès où elle était partie civile et moi je défendais un accusé. C'est un procès qui avait fait à l'époque grand bruit, ça s'appelait le braquage de Gentilly, avec des gens fichés au grand banditisme, dont un que vous avez entendu parler, c'est Antonio Ferrara. Et donc on s'est, entre guillemets, confrontés, notamment sur ce procès-là avec Martine. Et je vous raconte ça parce que, historiquement, les avocats au pénal étaient essentiellement des hommes, ce qui est maintenant complètement changé depuis quand même pas mal de temps. Et puis parce que certains confrères estimaient que le vrai pénaliste, c'est celui qui ne fait que défendre des accusés aux assises ou défendre des prévenus en correctionnel. Donc vraiment de la défense à l'état pur. Après, moi je fais partie de gens qui pensent que la défense, ce n'est pas uniquement la défense d'accusés, mais la défense aussi de partie civile, que c'est un vrai job vraiment à temps complet. Mais voilà, il y a des avocats qui estiment qu'on doit séparer les deux. C'est vrai que ce qui est peut-être le plus, entre guillemets, exaltant, c'est la défense, la vraie défense pénale, c'est-à-dire la défense, encore une fois, d'accusés et prévenus. La défense des parties civiles, il y a 20 ans en arrière, ça paraissait anecdotique pour deux raisons. D'une part, parce que historiquement, le procès d'assises tel qu'il était conçu en France, c'était le procès d'assises de l'accusé, et que la partie civile n'était qu'une partie au procès. Les choses sont vraiment en train de changer. Moi, c'est quelque chose que je regrette, mais les choses sont vraiment en train de changer. Et puis aussi, pourquoi les avocats étaient plutôt en défense, les vrais, entre guillemets, pénalistes, parce que les affaires étaient assez linéaires. C'est-à-dire qu'il y avait d'un côté l'accusé, d'un côté la victime. Or, les choses ont changé maintenant, notamment avec les mouvements comme MeToo. Ça a beaucoup changé les choses depuis 5 ans. Ça a changé pour la parole de la femme. Ça, vous le savez tous, ça a libéré la parole de la femme, donc ça a été une bonne chose. Moi, ce que je trouve, je l'ai écrit et je vous le dis tout de suite parce que ça fait polémique, parce que tout le monde ne le dit pas en tous les cas publiquement, mais on est beaucoup à le penser chez les avocats et même d'ailleurs chez les magistrats. Et c'est le corollaire d'un grand principe de droit en France, c'est la prescription. Libérer la parole des femmes, même si je suis une femme et que je trouve ça important, ça, entre guillemets, engendrait un autre problème qui est de savoir comment on concilie la libération de la parole de la femme avec la preuve et la prescription. Parce qu'il y a des dossiers, entre guillemets, assez simples d'un point de vue strictement preuve. C'est le viol commis par alors un homme ou une femme, puisque maintenant tout est possible, mais en tous les cas, le viol est commis.
et les gens ne se connaissaient pas avant. L'exemple, pardonnez-moi d'être aussi trivial, c'est ce qu'on appelle le viol dans un parking, c'est-à-dire la victime ne connaît pas l'auteur, il y a de l'ADN qui a été retrouvé, et entre guillemets, les choses sont assez simples d'un point de vue preuve strictement. Je ne parle pas évidemment d'un point de vue humain. Les choses se sont compliquées parce qu'avec la libération de la parole de la femme, évidemment, il y avait des femmes qui n'osaient pas parler, ce qui est encore le cas beaucoup dans les régions rurales, où tout le monde se connaît, il y a vraiment beaucoup de choses, beaucoup d'étapes qui n'ont pas été franchies. En milieu urbain, il y a une vraie, on a vu les statistiques qui sont tombées cette année sur les plaintes pour les femmes, elles ont considérablement augmenté. Moi, je considère que d'un prime abord, tout le monde a dit c'est une bonne nouvelle. Le problème, c'est que oui, c'est une bonne nouvelle. Le problème, c'est le problème de la preuve. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont, notamment des femmes qui ont déposé plainte. D'un point de vue juridique, il y a une double problématique. C'est quelle est la preuve qui a été rapportée pour accuser quelqu'un. Et l'autre problématique, c'est la prescription. Et ça, il y a aussi, je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a 2 livres qui ont beaucoup marqué l'année dernière le milieu littéraire français, mais également la justice. C'est La Familia Grande et puis Le consentement de Virginie Springora. Donc vous êtes étudiant en droit, vous pourriez vous dire quel est le rapport. Parce que les deux ont posé des difficultés. L'un sur justement la prescription et l'autre sur le consentement. Et donc, ces 2 affaires, en plus, elles ont une autre répercussion, c'est que c'était des affaires qui se passaient dans des milieux dits privilégiés, où on pensait que les gens étaient respectueux du consentement, respectueux du respect de l'enfant. Dans la Familia Grande, ce qui est très frappant, c'est que c'est un milieu dit, entre guillemets, d'intellectuels et qui concerne une institution que vous connaissez tous, en tous les cas pour en avoir entendu parler, c'est Sciences Po Paris. Et puis aussi le milieu cinématographique, puisque une actrice française était concernée, et donc ça a beaucoup ému les gens sur le microcosme. Et je vous raconte ça parce que c'est exactement le problème qui se pose actuellement dans tout ce qui est atteinte sexuelle, c'est de savoir dans l'intimité d'un couple, à la différence du viol dans un parking, dans l'intimité d'un couple, quand il n'y a pas de témoin, que doit faire le juriste, aussi bien en tant que magistrat qu'en tant qu'avocat. Et quand je dis avocat, justement, par rapport à mon propos liminaire, c'était de vous dire qu'à mon sens, aujourd'hui, les choses sont plus nuancées pour l'avocat de partie civile parce qu'il y a une vraie plus-value qu'il peut avoir. Parce qu'on sait, quand on fait du droit, qu'il ne suffit pas de se dire la personne a dénoncé, ça ne suffit pas. Et j'ai envie de dire, heureusement, c'est une sécurité juridique, c'est de se dire que si chacun commence à dire un tel a fait ça, et qu'on condamne, on n'est plus dans un système de sécurité, et en tous les cas, on n'est plus dans un système démocratique. Donc, il y a un vrai rôle. Maintenant, la libération de la parole de la femme, me semble-t-il, il faut quand même y faire attention, parce qu'il y a des années de ça, on voyait déjà avec Martine dans les contentieux civils, on voyait des femmes qui, pas toutes, mais certaines qui déposaient plainte contre des pères pour les priver du droit d'exercer leur rôle de père. Alors, il y avait des pères violents, il y avait des pères agresseurs sexuels, on ne va pas dire que ça n'existait pas, mais au contraire, on a vu des dossiers, moi j'en ai plaidé, où des pères ont été accusés, entre guillemets, de manière secondaire d'agression sexuelle, et dans le pire des cas, de viol. Il y en a où c'était vrai, mais il y en a où c'était pas vrai. Et donc ça c'est aussi avec un autre corollaire, c'était aussi la parole de l'enfant, et vous avez tous connu, même si vous êtes assez jeune, mais ça a beaucoup marqué, le corollaire, c'est l'affaire Outreau, où avant Outreau, la parole de l'enfant était sacralisée en justice, et on disait à chaque fois, mais si un enfant a dit ça, c'est forcément une vérité, parce qu'un enfant ne peut pas mentir. Outreau, entre guillemets, est passé par là. Il y a 4 personnes qui ont été condamnées, mais toutes les autres personnes qui avaient été impliquées, et surtout qui avaient été incarcérées, je le rappelle, c'est quand même suicidé en prison, et d'autres, dont ceux qui ont fait la détention les plus importantes, sont restés 3 ans en prison avant d'être totalement acquittés. Ça a été pour moi, avocat, un séisme. Je dis pour moi parce que judiciairement, il y a quand même beaucoup de déceptions sur ce qu'on pensait l'après-Outreau. Mais il y a eu au moins un point positif, c'est de dire qu'il faut faire attention à la parole de l'enfant, et elle ne peut pas être sacrée, cette parole de l'enfant. Et j'ai un peu l'impression que dans les générations qui sont les vôtres, il va y avoir 2 phénomènes. Il y a un phénomène où les garçons et les filles, on arrive maintenant sur un plan d'égalité, sur les études, sur le rôle dans un couple,
Ça devient quelque chose de beaucoup plus important par rapport à 25 ou 30 ans en arrière. Mais le corollaire, c'est est-ce que la parole en elle-même suffit pour condamner quelqu'un ? Et donc, il y a un travail judiciaire qui se pose comme problème, c'est le recueillement de la preuve. Quelle preuve ? Et l'autre corollaire, c'est la prescription. La prescription, vous savez qu'aujourd'hui, c'est dans les débats, c'est-à-dire qu'on réouvrirait des prescriptions. D'abord, elles ont été élargies. En matière financière, elles ont été considérablement élargies. En matière d'enfants atteints, victimes d'agressions sexuelles et de viols, ça a été aussi élargi. Et maintenant, il y a quasiment un courant de pensée qui serait de dire, est-ce qu'il ne faut pas rendre ces crimes-là imprescriptibles ? Et ça, à mon sens, c'est quand même une vraie difficulté. Vous savez que les crimes qui sont imprescriptibles, c'est les crimes contre l'humanité. Et là, la question de savoir, c'est est-ce que les crimes, aussi horribles soient-ils, je ne suis pas, attention, en train de vous dire que c'est un blanc-seing pour les viols, agressions sexuelles, ce n'est pas du tout ça, mais c'est dans un équilibre, parce que la justice, vous le savez, est symbolisée par la balance judiciaire, et donc la balance, c'est l'équilibre. Le juge, il doit rechercher la manifestation de la vérité. Corollaire, encore une fois, c'est le principe que le doute bénéficie à tout accusé, en tous les cas c'est en France. Chez les Anglais d'ailleurs, ils vont, dès qu'ils disent qu'il y a un doute raisonnable, ça bénéficie aussi à l'accusé. Et donc le corollaire, c'est la prescription, c'est-à-dire que libérer la parole des femmes. Est-ce qu'une femme qui vient dire, voilà, j'ai été violée quand j'avais 5 ans, est-ce que le vrai enjeu, c'est l'enjeu judiciaire ? Parce que si ces plaintes, si on arrive à une imprescriptibilité, vont arriver à des plaintes qui vont être recevables. Actuellement, il faut être très clair, la France n'a pas les moyens de sa justice. Ça, c'est une certitude absolue. Donc, on peut brandir tous les jours des chiffres, on peut brandir tous les jours des nouveaux textes. On l'a eu beaucoup sous un certain gouvernement. À chaque fait divers, on avait une nouvelle loi, alors que les praticiens savaient que toutes les lois existaient. Il y a quasiment toutes les circonstances aggravantes sont toutes actuellement prévues. Donc le problème, c'est de tout judiciariser. Est-ce que c'est ce qu'on veut aboutir ? Parce que si ça rend imprescriptible, la plainte devient recevable, mais au moment de l'audience, le juge va se dire, et quand je dis le juge, c'est aussi bien des assises avec des jurés que des magistrats, que des non-professionnels, on pourra en reparler. La question qui va se poser, c'est est-ce qu'on peut condamner quelqu'un uniquement sur la parole d'une autre personne ? Et quand on sait, plus on dénonce des faits anciens, plus c'est compliqué. Parce que d'abord, généralement, il n'y a aucun élément matériel. Il n'y a pas de vêtements qui ont été conservés. Il y a dans certains dossiers des carnets intimes, mais ça quand même, c'est une minorité de dossiers. Donc les éléments matériels n'existent pas. Il y a la plupart du temps pas d'enregistrement vidéo, pas d'enregistrement sonore. Donc rien d'un point de vue élément matériel. Tout ce qui est téléphonie, c'est limité dans le temps, donc ça ne peut pas être exploité. Donc il reste après les témoignages. S'il n'y a pas de témoins, il n'y a rien, et après il reste l'ultime, parole contre parole. Donc moi j'ai une question que je me pose en tant qu'avocat, et c'est pour ça que j'étais intéressée de venir ce soir, c'était aussi d'échanger avec vous, parce que je sais aussi, pour côtoyer beaucoup de jeunes, que la perception des événements a aussi changé. Quand vous lisez Le consentement de Virginie Springora, c'est à peu près nos générations, elle fait le pendant d'une présentatrice dont le nom est, de Flavie Flament, qui est une présentatrice, je crois, sur RTL, qui est assez connue. Et elle, pour vous rappeler, pour ceux qui ne savent pas, a dénoncé un photographe très connu à l'époque, qui était David Hamilton. David Hamilton a été vraiment très connu dans les années 75-80. Il photographiait des jeunes filles toujours en flou. Et on avait, dans ma génération, tout le monde avait quasiment les posters en disant « tiens, c'est flou ». Il n'y avait rien de plus de ce qu'on voyait. Elles étaient avec des tenues légères, mais ce n'était pas outrancier, c'était du suggestif. Et on a appris des années après par Flavie Flament, qui est notre génération, quand je dis notre, Martine, on a à peu près la même génération, a déposé plainte en disant, voilà, quand j'avais 13 ans, ma mère m'a amenée chez lui pour faire des photographies et il m'a violée. Et peu de temps après ces dénonciations, il s'est suicidé. Donc, vous le savez, grand principe de droit, prescription, extinction de l'action publique, mais extinction de l'action publique par le décès de l'auteur principal. Mais ça renvoyait au livre que je suis en train de vous citer et qui forcément vous interpelle tous. D'abord, aussi bien parce que vous êtes un jour amené peut-être à être parent, donc vous dire, moi, qu'est-ce que je ferai pour mes enfants ? Quels conseils comment je vais éduquer ? Ça pose maintenant ces questions-là de principe de précaution. Comment je vais éduquer mon fils ? Comment je vais éduquer ma fille ? Sur la fille, le consentement.
comment je dois dire à un moment à un garçon ou à une femme que je suis d'accord ou pas d'accord, et la réciproque est vraie. Comment un garçon ou une fille, pareil, mais actuellement les statistiques c'est plutôt sur les garçons qui sont cités comme des auteurs, comment ils doivent percevoir le non. Et vous savez qu'il y a aussi une autre discussion parce que sur la qualification du viol actuellement, le viol est prévu sous 4 critères, mais donc il y a des critères qui n'existent pas. C'est la sidération. Voilà, actuellement, il y a un viol, il ne faut pas qu'il y ait de consentement, et le consentement, il serait caractérisé par la menace, par la contrainte, par la violence et par la surprise. Donc si on ne rentre pas dans une de ces cases-là, de ces 4 cases-là, il n'y a pas de viol. Donc l'exemple le plus simple qu'on puisse donner, c'est des gens qui sont face à face, il y a une relation sexuelle et le lendemain, la fille dit « j'étais pas d'accord » et le garçon me dit « et moi je ne pouvais pas savoir qu'elle n'était pas d'accord parce qu'elle n'a pas crié, parce qu'il n'y a pas eu de surprise, parce qu'il n'y a pas eu de menace, parce qu'il n'y a pas eu de violence, etc. » Donc il y a aussi une législation qui est en train de changer. Donc je suis en train de vous expliquer ça pour en revenir à Flavie Flamand, parce que les choses sont en train de changer et vous êtes des générations, quand on échange, souvent on constate que ce qui nous, l'exemple typique que je cite régulièrement, mais qui m'avait marqué, c'est Éric Dupond-Moretti, avant d'être ministre de la Justice, avait fait un spectacle. Et d'ailleurs, je lui avais dit, parce que je le connais, je lui avais dit, mais le spectacle, il n'y a pas un mot sur des femmes. Les seuls moments où il parle des femmes, c'est sur sa femme, sa mère et sa grand-mère. Mais sinon, il ne cite que des grands magistrats. Ceux qui considéraient comme des grands magistrats, c'était des hommes. Les avocats, c'était des hommes. Et donc, je lui avais dit, c'est quand même un peu arriéré ce que tu es en train de raconter. Il l'avait à la fois mal pris, mais en même temps, pour lui, il ne voyait pas le problème. Mais je vous raconte ça parce que dans ce spectacle, si vous avez l'occasion de la voir, il dit quelque chose de drôle. Il dit, moi, quand j'avais 16-17 ans, j'allais en boom et puis on dansait des slows. Donc c'était le moment de rapprochement, on ne pourrait plus le faire. Alors quand on raconte ça, les gens peuvent se dire, oui mais enfin nous maintenant on danse plus de slow, puis on s'en fout de ce que vous racontez parce qu'on a toutes les applications, Tinder, etc. Pourquoi je vous raconte ça ? Parce qu'il y a un décalage de génération. Vos générations à vous, les jeunes femmes disent, quand j'en parle, me disent, non mais moi s'il y a un mec dans la rue, il me siffle, je lui fous de baffe et je vais déposer plainte. Alors que nous, dans nos générations, on n'était pas du tout, on acceptait, c'est pas qu'on acceptait, mais soit on s'en foutait, soit on disait des choses, et même maintenant, moi je le dis, je dis en provocation, je dis, moi si un mec me siffle dans la rue, je serais plutôt assez contente. Mais ça, il y a des choses qu'on ne peut plus dire. Donc ce que je trouve intéressant, c'est dans les échanges, et surtout en fonction de ce que vous prendrez comme objectif dans la vie professionnelle, c'est que si vous êtes par exemple magistrat ou avocat, bon, je ne parle pas des dossiers, des professions peut-être moins au contact avec la justice, mais en tant que citoyen, ces problèmes de consentement, de prescription, de libération de la parole, je crois qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas être étranger à ce qui se passe, à la fois en tant que citoyen, à la fois en tant que parent, ou concerné parce que vous avez des gens autour de vous qui sont concernés par ça, et aussi parce que dans les professions, vous êtes, ne l'oubliez jamais, si vous êtes inscrit sur la liste électorale, ce que je ne peux que vous inciter à faire, vous êtes susceptible d'être juré d'assises et donc à un moment ou à un autre de décider de la vie des gens, aussi bien d'une victime que d'un auteur. Donc je pense que Martine me demandait pourquoi voulait que je vous dise pourquoi je suis devenue avocat. Je crois que les professions de droit pures, c'est-à-dire avocat, commissaire, huissier de justice, magistrat, c'est souvent des gens, j'ai remarqué quand même, ils le font tous par vocation. Ils ont tous, moi je n'ai jamais rencontré de flic, j'en ai rencontré en cour d'assises, etc. Je n'ai jamais rencontré un flic qui a fait ça par défaut. Jamais. Je ne suis pas là pour vous dire, je ne suis pas là pour défendre une profession. Je suis simplement en train de vous dire que de venir ici, est-ce que le livre, c'est un témoignage, ça n'a vocation que d'être un témoignage. Ce n'est pas ni une leçon de vie, ni une leçon de droit, mais c'est qu'un témoignage. Et c'est simplement parce que j'ai la chance de voir d'avoir eu à mon cabinet des collaborateurs, des stagiaires, et qu'il y a un décalage entre ce que les jeunes peuvent penser être le métier de pénaliste et ce que c'est que la réalité du métier. Donc moi, je ne veux pas décourager quelqu'un, puisque moi-même, quand j'ai commencé, on me disait une femme n'a pas sa place dans le pénal.
et que si j'avais écouté les gens, je ne serais pas en train de vous parler ce soir. Donc je ne suis pas là pour vous dire faut faire ou pas faire. D'abord, c'est une question de personnalité, c'est une question d'environnement, c'est une question de travail, et c'est aussi, en ce qui me concerne, d'avoir eu beaucoup de chance. Je pense surtout qu'il faut être conscient, il faut quand même essayer de bien se connaître. Voilà, il ne faut pas passer des examens, me semble-t-il, si vous n'avez pas l'envie de faire ça. Il y a des professions qu'on rencontre où on sent, notamment, alors là pour le coup c'est vrai, dans l'administration pénitentiaire, pas dans la direction, mais dans les surveillants, on en rencontre et ils le disent, ils font ça eux par défaut. C'est-à-dire qu'ils ont échoué à d'autres concours et ils se retrouvent un peu dans l'administration pénitentiaire. C'est rare de voir un surveillant qui vous dise « j'ai rêvé toute ma vie de garder des gens ». Il y en a, j'en ai rencontré, mais c'est 1 sur 1000. En revanche, dans d'autres professions, c'est vraiment des professions de passion. Les flics, les magistrats, il y a même des huissiers de justice. Bon, moi, ça m'a toujours paru surprenant, mais il y a des huissiers de justice, vous leur dites, ils ont toujours dit, voilà, moi, dans ma famille, il y avait des huissiers, c'était une vocation. Donc vraiment, je pense que les métiers de droit, ça a un lien quand même avec la médecine aussi. C'est des gens on est marqués tous par la passion du droit. Après, la passion du droit, elle a différentes formes pour s'exercer. C'est aussi une question de caractère. C'est pour ça que je dis qu'il faut bien se connaître. Si vous êtes assez timide, je ne pense pas que vous soyez fait pour être pénaliste. Voilà, il faut se connaître parce qu'il y en a qui fantasment le métier de pénaliste. Je suis bien placée pour le savoir parce que j'ai travaillé sur des séries et je vois un peu ce qui se passe, notamment sur l'influence des séries américaines et des films. Entre la série et la vraie vie, il y a quand même une petite différence. Hein. Donc, c'est pas Ally McBeal tous les jours, c'est pas loin s'en faut. C'est pas forcément des personnages retors tous les jours. Il y a un décalage. Je caricature le trait, mais vous le savez. Mais vraiment, en revanche, il y a des gens qui sont plutôt timides, mais qui sont des très bons écrivains, au sens rédactionnel. Il faut l'assumer. C'est-à-dire que, vraiment, je pense qu'il faut se connaître. Mais de se dire, je vais devenir avocat, parce que je sens que je vais me révéler en étant avocat, tous ceux qu'on côtoie, en tous les cas, moi je parle que ce que je connais, puisque vous savez actuellement, moi je ne suis plus à Paris, je suis à Bobigny maintenant. À Bobigny, on est 650 avocats. À Paris, on est, est-ce que je dis 11, parce que c'est sur la cour d'appel de Paris, 30 000 avocats, bon, actuellement. Donc c'est la folie pure, et voilà. Donc à Paris, moi j'ai la chance de connaître beaucoup d'avocats, mais je vous dis ça parce qu'il y a tellement de spécialités maintenant qu'en fait on se côtoie par branche. Donc moi je fréquente essentiellement des pénalistes, je les connais malheureusement pas tous, mais tous ceux que je connais, que je vois assez régulièrement, quand même le point commun, on exerce différemment le métier, mais le point commun, c'est la passion. Voilà, ça, c'est vraiment quelque chose, on ne s'apprécie pas forcément aux audiences, on peut être adversaire, mais quand même, c'est toujours il y a des points communs. Les fiscalistes, c'est pareil, ils ont des points communs, ils ont une manière de penser qui est commune. Donc, il vaut, si dans la mesure de possible, je dis toujours, si vous pouvez faire des stages, c'est quand même le mieux, parce que ça vous permet par élimination de dire « je pensais que j'étais fait pour ça », et finalement, j'ai fait un stage dans un grand cabinet de droit des affaires. Ils sont trop nombreux. Moi, c'est quelque chose de trop impersonnel. Ça ne me convient pas. Les stages, ça permet beaucoup pour les formations futures de savoir ce pourquoi on est fait et ce pourquoi on n'est pas fait. Mais rien de tel ne remplacera votre affrontement à la réalité que d'entendre, voilà, les témoignages, c'est bien pour au moins se dire, bon, j'écoute et après, je fais la part des choses. Et à mon avis, c'est les expériences personnelles ou même votre vécu personnel qui peuvent se dire, voilà, par exemple, moi je pense à un autre détail qui me vient à l'esprit. Dans les affaires criminelles, il y a systématiquement des autopsies. Bon, bah, c'est sûr que si vous êtes sensible, moi je pense à un dossier il n'y a pas longtemps, je montrais des photos d'autopsie, au bout de la deuxième photo, quelqu'un m'a dit non, moi c'est bon, ça suffit. Et les photos étaient en noir et blanc. Hein. Il m'a dit non, là c'est bon, j'ai assez vu, j'ai compris, etc. Bon, moi par exemple, mais c'est comme ça, moi ça m'indiffère, ça me fait rien du tout. Voilà, c'est pas que je suis insensible, mais les autopsies, de voir un cœur ou un foie photographié sur une table d'autopsie, et parce qu'on les voit en plus que sur papier, donc c'est pas encore comme si on était confronté à la réalité, ça ne me fait rien. Si vous êtes sujet sensible à la moindre goutte de sang, bon, il vaut mieux éviter ça. Il y a des gens aussi qui, aux audiences, je vois que j'emmène aux audiences et je me rends compte que
comme moi, comme tous les avocats, hein, comme on y va tous les jours, il y a beaucoup de choses, on ne fait plus attention. Et il y a des gens, quand on les amène pour la première fois, c'est pour ça que c'est toujours intéressant de voir des stagiaires, c'est parce qu'on se rend compte du choc que c'est de voir, par exemple, quelqu'un arriver menotté. En plus, là, nous, on s'est bien fait avoir. Hein, je ne devrais pas vous le dire, mais je vous le dis, on s'est fait avoir quand je dis on, parce que j'appartiens à l'association des avocats pénalistes. Et en plus, je suis un des membres du comité directeur, donc je suis quand même assez sensible à toutes ces questions-là. On s'est fait avoir parce qu'on a imposé dans tous les box en France, en correctionnel et cour d'assises, des box vitrées. On s'est battu contre ça. Et puis on nous a expliqué que pour des raisons de sécurité, enfin on nous explique un tas de trucs, on n'a pas accepté, mais on nous les a imposés. Et ça, on s'est fait grignoter là-dessus sur la présomption d'innocence et le droit de la défense. Et je vous raconte ça parce que c'est vrai que malheureusement maintenant, c'est vrai que nous on s'y est habitués, mais il y a des gens quand ils rentrent pour la première fois dans une salle d'audience et quand ils voient quelqu'un arriver menotté, on sent qu'il y a un saisissement. Et c'est aussi un principe important en matière pénale, c'est que comparaître libre, ça n'a jamais été la même chose que comparaître détenu. Voilà. Et qu'en France, actuellement, la semaine dernière, j'ai intervenu sur un plateau de télévision et les chiffres étaient sortis. Je l'avais annoncé dans le bouquin, je ne le savais pas que c'était comme ça, parce que je disais que moi, je n'arrivais plus à aller en prison. Mais actuellement, en France, on en est à 72 000 détenus, c'est-à-dire qu'on bat le record de toutes les détentions en France depuis, je crois, les 80 dernières années, pour vous dire. Donc, je vous raconte tout ça un peu de manière dense et touffue, parce que je pense que vous avez la chance de rencontrer des praticiens, et je voudrais finir là-dessus. N'hésitez pas à aller au palais de justice. Moi, quand j'étais étudiante en droit, ça paraissait d'aller au palais de justice quelque chose de réservé aux praticiens. Enfin, moi, en tous les cas, dans ma génération, on n'osait pas y aller. On se disait, non, on ira quand on sera avocat, ou quand on sera magistrat, ou quand on sera convoqué, ou quand on aura une obligation d'y aller. Or, en fait, d'aller au palais de justice, même si vous n'en faites pas forcément un métier directement, ça va vous permettre de prendre conscience de beaucoup de choses et d'une réalité qui est importante. Et je pense que pour ceux qui se destinent à être avocats, il y a quand même vraiment entre ce qu'on vous dit dans l'enseignement qui est vraiment nécessaire. Hein, parce que vous verrez après, le temps passant, quand on exerce notre profession, on n'a plus le temps de voir la théorie. On est pris par le quotidien, on est pris par un tas de tâches administratives, on est pris par les dossiers qui deviennent gigantesques et ça prend du temps. Et donc, ça va vous paraître idiot ce que je veux dire, quand on aborde des questions simples, escroquerie, bande organisée, mais comme les lois se sont tellement complexifiées, qu'il vaut mieux avoir des bonnes bases qu'on a apprises en amont à la fac et se dire qu'une fois qu'on est dans la pratique, c'est vraiment le saut dans le vide et qu'on n'a plus vraiment le temps de potasser. On potasse au cas par cas, on fait des recherches au cas par cas, mais on ne peut pas se dire, ce qu'on aimerait tous faire, hein, j'ai demandé à plusieurs copains, on aimerait bien se dire, voilà, une matinée par semaine, je ne fais que lire de la doctrine ou que lire de la jurisprudence. Peut-être dans certains cabinets, c'est possible, où ils ont des revues de presse, mais nous, les petits avocats au quotidien, on n'a pas vraiment le temps de faire ça. Donc, moi, vraiment, s'il y avait un conseil à vous donner, c'est les enseignements généraux, c'est indispensable, incontournable. Ça, c'est une évidence absolue. Mais après, pour mieux vous connaître, savoir ce dont vous pensez être capable de faire, savoir ce que vous avez envie de faire, c'est quand même les stages. Et puis, c'est d'aller au palais de justice pour voir ce que c'est que la réalité et de voir si vous aurez envie de confronter ce quotidien toute votre vie. Parce que dans les professions libérales, on n'est pas concerné par la retraite. Donc, un peu plus maintenant qu'il y a 20 ans en arrière, mais beaucoup de confrères finissent en mourant la robe sur le dos quand même. Hein. Je ne parle même pas de la magistrate, vous avez vu il y a 3 semaines de ça, il y a une magistrate qui est morte en pleine audience à Nanterre, jeune, à 42 ans. Je ne peux pas vous dire, je ne suis pas médecin, je ne peux pas vous dire qu'il y a un lien avec ce qui s'est passé. Mais en tous les cas, la symbolique en pleine audience, en plus une magistrate, on ne le souhaite à personne évidemment, mais une magistrate qui était quand même appréciée, respectée, s'écrouler en pleine audience aussi jeune, ça interroge quand même sur le fonctionnement de la justice actuelle. Alors, comme d'habitude, lors de ces masterclass, il y a un micro qui est à la disposition de nos étudiants pour poser des questions. Qui va être le courageux qui va poser la première question? Ou la courageuse? Vous avez vu, Clarisse est très abordable. Jade, t'as une question? Eh ben voilà, alors j'arrive. Bonsoir.
J'avais une question par rapport à ce que vous disiez sur l'état de sidération, par rapport aux éléments qui caractérisent le viol. Parce que si on part du postulat que la sidération, c'est quand même une conséquence psychologique qui est due à une surprise, une contrainte, une menace ou une violence, pourquoi est-ce qu'elle ne permet pas d'évaluer le consentement si on le rattache de cette façon? C'est pas que je ne veux pas éluder la question. Et moi, je suis qu'avocat, je suis pas législateur. Hein. Le législateur, le problème, c'est que là, vous faites un peu, à mon avis, un raccourci. Vous dites l'état de sidération, c'est la conséquence de. Bon, c'est la conséquence d'une violence, c'est la conséquence de. Mais il y a des dossiers où il n'y a pas de violence, il n'y a pas de menace, il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de surprise. Donc la question, c'est de savoir quand deux personnes se retrouvent. Alors en plus, il faut vraiment à chaque fois, il y a un grand principe en droit pénal quand même, c'est la personnalisation des peines. Et donc chaque dossier est différent. Donc les généralités, on part d'un texte prévu par le législateur qui a vocation générale, mais la grande spécificité en tous les cas en France, normalement, c'est l'appréciation. C'est-à-dire que le magistrat, on lui dit voilà comment. Si on suit votre raisonnement, ça voudrait dire, bon, il y a sidération, il y a donc viol. Ça voudrait dire qu'il n'y a plus d'appréciation. Mais la sidération, pour l'apprécier, justement, quand vous demandez à des auteurs, à des gens qui... là, j'ai encore vu quelqu'un qui n'a jamais eu affaire à la justice, qui a fait des expertises psychiatriques, psychologiques, il n'y a rien qui a été décelé en disant il est un peu bizarre, il a un rapport avec les femmes, il est curieux. Lui, ce qu'il me raconte, il me dit, voilà, alors lui, c'est des agressions sexuelles. Et il me disait, moi, quand j'ai mis la main sur la cuisse de la fille, elle n'a rien dit. Elle n'a rien dit. Donc il dit, moi, il me dit, par contre, il y a une autre copine, c'est vrai que j'ai voulu l'embrasser, il dit, c'est vrai, j'ai voulu l'embrasser, et la fille, tout de suite, elle s'est mise à pleurer. Bon, dès qu'elle s'est mise à pleurer, j'ai compris que il ne voulait pas. Alors après, il dit, la fille m'a raconté que je ne sais pas quoi, qu'elle avait eu un mauvais truc avec un garçon. Il a dit, mais voilà, je n'ai même pas eu besoin de lui demander. Mais dès qu'elle s'est arrêtée, dès qu'elle s'est mise à pleurer, j'ai tout de suite dit. Le problème, c'est de savoir, au moment des délibérés, en cour d'assises, là aussi les choses ont changé, c'était l'intime conviction pure. Et puis les lois ont changé puisqu'on a obligé, ce qui est plutôt d'ailleurs une bonne garantie, de motiver les décisions judiciaires et donc d'expliquer. Donc maintenant, quand on regarde les motivations des décisions de cour d'assises, parfois on se dit finalement on était plus content qu'il n'y avait pas de motivation parce que c'est tiré, comme on dit, par les cheveux. Mais je vous dis ça pourquoi ? Quand les magistrats qui délibèrent, que ce soit des professionnels ou ce soit des jurés, des gens qui ne connaissent pas la loi, enfin qui sont jurés d'assises, au départ, les gens ils disent bah non mais c'est sûr, là on voit bien que la fille n'était pas d'accord et que le garçon devait savoir. Et puis il y a des dossiers, on a des petits brides, les jurés ne peuvent pas trahir, mais parfois on a des petits brides dont on sent que c'était difficile, on sent que le délibéré a duré longtemps, on sent qu'il y a eu des questions qui se sont posées. Et si vous avez la chance, moi ça m'est arrivé de rencontrer des jurés, enfin, j'ai un ami qui a été tué, il ne m'a pas expliqué l'affaire parce qu'il ne pouvait pas, mais ce qu'il m'a dit, ça a été intéressant, il m'a dit c'est très compliqué parce qu'on part souvent avec des a priori. Et puis, quand on est au bistrot du coin, vous savez comment c'est, on dit, oh ben non, lui, c'est sûr, lui, on le condamne tout de suite. Alors lui, il n'y a pas... voilà. Regardez ce qui s'est passé avec le youtubeur qui est sorti de garde à vue cette nuit. Bon, Norman. Norman, franchement, il y a 6 mois, je vous aurais dit, il va être placé en garde à vue pour des affaires de viol. Vous m'auriez dit, mais n'importe quoi, le type, il est vachement sympa, on apprécie ou pas. Le type, il est placé en garde... Moi, je ne connais pas, je ne suis pas dans le dossier, donc je en parle librement. Il est placé en garde à vue. Je vois un peu ce qui se passe sur les hier. En garde à vue, il y a au moins 6 personnes, je crois que c'est 6 femmes, 6 femmes qui parlent de lui, dont 2 mineurs. Donc déjà hier, ça y est, c'était parti en boucle en disant, on le croyait sympa, en fait, la chaîne YouTube, je ne sais plus quelle chaîne il travaille, ça y est, hier soir, il avait dit on ne travaille plus avec lui, c'est fini. Et cet après-midi, on apprend qu'il est sorti, il est sorti. C'est-à-dire, quand on fait du droit, on sait ce que ça veut dire. Donc ça veut dire qu'au moment de la garde à vue, il a dû se passer quelque chose. Donc je vous dis ça parce que l'état de sidération, moi je trouve que c'est toujours des dossiers très compliqués. C'est d'abord des affaires très compliquées. Oublions qu'on est dans une instance judiciaire. Quand vous rencontrez des copains ou des copines à tout âge, ils vous racontent la relation avec leur conjoint ou leur copain du moment. Et vous êtes un peu parti pris que le copain du moment ou la copine du moment. Et quand vous entendez la version de l'autre côté, souvent, quand ça va mal, parce que quand ça va bien, tout va très bien, on s'adore, etc. Mais quand les choses commencent à aller mal, les gens disent « Ah bon, mais tu nous avais jamais dit qu'il avait dit ça, tu nous avais jamais dit qu'il était comme ça, tu nous avais jamais dit qu'il était bordélique. » Je prends les petits détails qui n'ont pas d'incidence pénale.
Donc déjà, vous vous rendez compte de quoi? Que quand tout va bien, c'est idyllique et tout le monde est sur la même longueur d'onde. Mais on ne vous raconte peut-être pas le quotidien. Ensuite, quand les choses commencent à aller mal, là, on commence à vous dire des choses en disant « Ah, mais finalement, je ne t'avais pas dit, mais il est un peu comme ci, puis il est un peu comme ça. » Donc, vous pensiez connaître parfaitement la relation de couple, puis vous vous rendez compte que finalement, c'est peut-être pas aussi idyllique. Et puis, si jamais ça va très loin et qu'il y a une plainte pour viol, une plainte pour violence conjugale, et là, on vient vous dire qu'il faut, parce qu'il y a des gens qui demandent des attestations en disant « Tu viens d'attester ». Il y a des gens qui disent spontanément « Bah non, mais moi, j'atteste parce que je la connais très bien ». Et puis il y a des gens, moi j'ai vu des gens, notamment aux assises, on l'a malheureusement tous vécu, on a vu des témoins qui apprennent aux assises des choses en disant mais nous, elle ne nous a jamais dit ça. Même des témoins qui étaient favorables à la copine. Et on dit, alors je vous raconte tout ça avec beaucoup de détails. Ce que je veux dire, la seule chose que je peux vous dire, il faut faire attention. L'état de sidération, il y a 50 fois, on a dit à des filles qui ont déposé plainte pour viol, mais pourquoi vous n'avez pas crié? Et elles ont dit, on n'a pas crié parce que ça ne sortait pas, on n'a pas vu. C'est possible. Tout à fait possible. La question, c'est est-ce que c'était effectivement ce qui s'est passé au moment? Est-ce que quand la fille va déposer plainte, parce qu'on a eu aussi des dossiers comme ça, j'ai été intervenue à Troyes pour une formation d'avocat, et un confrère m'avait dit, à Troyes, ils avaient remarqué un phénomène incroyable. Ils s'étaient rendus compte qu'à partir au mois de septembre, au mois d'octobre, pardon, chaque année au mois d'octobre, même avant MeToo, il y avait une augmentation importante des plaintes pour agressions sexuelles et viols. Donc ils ont quand même demandé qu'est-ce qui se passe au mois d'octobre, pourquoi à Troyes, qu'est-ce qui se passe. Et ils s'étaient rendus compte qu'en fait, ça correspondait à une ville universitaire. C'était la première année. Toutes les copines qui partaient de province, qui venaient dans la ville pour étudier, étaient en fait internes la semaine et rentraient que le week-end. Donc le jeudi soir, ce que tout le monde connaît, il y avait les soirées étudiantes. Et il y avait des filles qui avaient des copains dans leur petit bled à qui elles disaient pas, elles sortaient, elles le disaient, mais après elles avaient pu fricoter, comme on dit, avec un garçon, de peur que ça s'apprenne. Le lendemain, elles déposaient plainte en disant agression sexuelle ou viol. Ça n'aboutissait pas, mais avant que ça n'aboutisse pas, il y a une enquête, il y a une plainte. Donc l'état de sidération, c'est très compliqué de savoir, parce que vous me dites, ouais, mais la violence, c'est vrai. Mais il n'y a pas que ça. Ce qu'il faut savoir, c'est celui qui est en face, est-ce qu'il a les moyens de savoir qu'il n'y a pas de consentement? Parce que vous pouvez ne rien dire et vous dire, mais ça se voyait sur mon visage que j'ai été comme ça, il pouvait ne pas le savoir. Le problème, c'est que c'est quelque chose de visuel, il n'y a pas d'enregistrement, c'est ça. Après, moi, je ne suis pas en train de vous dire que les filles sont des menteuses, ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je dis simplement qu'il faut être très vigilant, et même si vous êtes avocat en partie civile, il faut prévenir les victimes de ce qui peut arriver, c'est-à-dire qu'elles vont être confrontées. Moi, j'ai eu un dossier il y a quelques années de ça, il y a une jeune fille qui est venue me voir et elle m'a dit, voilà ce qui m'est arrivé. Alors elle avait un truc, au début, le dossier a commencé par agression sexuelle et elle avait tenu un carnet intime. Elle avait un carnet, elle est venue m'amener avec son petit carnet. Elle m'a dit, voilà, c'était un prof de maths en cours particulier. Bon, et moi, je lui ai dit, je lui ai dit, tu sais, si tu déposes plainte, il faut que tu mesures ce à quoi tu vas être confronté. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux que tu en parles à ta famille ? Et ils t'écouteront, et puis tu vivras avec ça, tu te feras accompagner par un psychothérapeute, mais est-ce que tu es prêt à être ta parole confrontée en justice avec un risque potentiel d'un non-lieu? Parce que moi, c'est une question que je me pose. Est-ce que ce n'est pas plus difficile pour une victime de se prendre, entre guillemets, un non-lieu, plutôt que de j'ai pas de solution, plutôt que de ne rien faire, mais au moins d'en parler aussi en disant, voilà ce qui est arrivé il y a 25 ans en arrière, à la piscine, le prof m'a touché, je ne l'ai pas dit à l'époque, mais je vous le raconte à vous, je ne veux pas déposer. Parce que le problème, c'est que c'est violent, la justice est violente. Et donc se prendre un non-lieu, après il faut expliquer aux gens en disant, voilà, moi j'ai une cour d'assises où j'ai un client qui a été acquitté, la présidente, elle a dit à la victime, elle lui a dit, bon, madame, bon, il est acquitté, était condamné pour une escroquerie qui n'avait rien à voir, donc il sortait de prison le soir même. Elle lui a dit, madame, c'est pas qu'on ne vous croit pas, mais on n'a pas d'éléments matériels. C'est hyper frustrant parce que la fille, en fait, on est en train de lui expliquer en disant, voilà, vous n'êtes pas vraiment une menteuse, mais il n'y a pas vraiment de preuves, mais en même temps, l'autre, il a été acquitté. Mais voilà, je dis simplement que si vous êtes aussi bien pour les auteurs que pour les victimes, il faut toujours être vigilant, et ce qui est compliqué et qu'on n'apprend pas à la fac, c'est la psychologie. On n'apprend pas à appréhender les gens, on n'apprend pas, chaque personne a une histoire différente, même dans des fratries, où on peut se dire que c'est une famille identique, un père et une mère, et on peut se dire qu'a priori c'est le même ressenti.
Et je ne parle même pas des fratries où il y a une grande différence d'âge, où donc les parents ont pu avoir. Mais il y a des fratries qui sont très rapprochées, et même des jumeaux, et qui peuvent vous raconter des histoires totalement différentes. Vous leur dites, moi ça m'est déjà arrivé une fois, j'ai fait un peu un jeu comme ça en disant, racontez-moi comment vous raconteriez votre père. Mais attendez, il y avait 3 pères différents, hein, alors qu'en fait c'était le même père. Donc c'est pour vous dire que quand ça rend le pénal, je ne parle pas du pénal des braquages, je ne parle pas du pénal des trafics de stupes, parce que ça c'est finalement le plus simple. Hein. Le pénal de meurtre, d'assassinat, quasiment de terrorisme, j'ai envie de vous dire que c'est, quand je dis facile, entendons-nous bien, d'un point de vue preuve, d'un point de vue appréhension du dossier. Le dossier les plus compliqués pour moi, les dossiers plus compliqués, les plus délicats, c'est ce qui touche à l'intimité des gens. Quand il n'y a pas de preuve, évidemment. S'il y a, là, quand vous avez des réseaux sociaux maintenant, quand vous avez des messages qui sont saisis, il y a quand même des dossiers, là je vous dresse un portrait très négatif des dossiers les plus vides. Maintenant, il y a des dossiers où on a des captures d'écran, des choses suggestives, en disant « j'aurais ta peau », bon, bah, tout ça c'est clair. Mais sur ce que vous posez comme question, c'est une question vraiment intéressante, mais moi, à mon niveau, je n'ai pas la réponse pour vous dire l'état de sidération, comment l'appréhender de manière définitive. Ah, attends, ouais. Dans ces cas-là, est-ce que les psys, dans leur expertise, ils sont en mesure ou pas de déterminer si la victime était en état de sidération, étant donné que les faits sont quand même vieux, mais parfois ils se prononcent quand même, par exemple, je sais pas moi, une altération du discernement pour X, pour un fait qui pourtant est antérieur. Et là, ils sont en mesure, eux, les psychologues. Là, c'est une très très bonne question que vous posez, et elle a rebondi avec l'affaire Halimi. Alors d'abord, il y a plusieurs problèmes. Le problème, il y a peu d'experts, il y a de moins en moins d'experts. Les experts, ce sont des... Alors, il y a les experts psychiatres. Les psychiatres, ce sont des gens qui font le choix d'être experts et qui décident de faire... Il y en a de moins en moins, pour des questions toujours pareilles, il n'y a pas de moyens donc il y a de moins en moins. Ensuite, les experts, par exemple, quand on dit voir les gens en détention, là, j'ai encore fait une cour d'assises. La psychologue que je connaissais dans d'autres affaires d'assises, elle était venue voir l'accusé. Moi, j'étais partie civile à 2 reprises, ce qui est rarissime. C'est-à-dire que vous avez des experts qui viennent donner un avis sur quelqu'un, qui vont voir qu'une seule fois, alors que parallèlement à ça, vous avez des gens qui sont suivis pour X raisons, qui sont normaux, mais parce qu'ils ont besoin d'être suivis. Pendant 15 ans, ils vont voir un psychiatre 1 fois par semaine. Donc, vous avez du mal à vous dire comment un le voit 30 minutes. Donc, pour répondre à votre question, c'est très compliqué parce que d'abord, moi, je suis avocat, je ne suis pas médecin, et encore moins expert. Là, j'ai eu un autre dossier où quelqu'un on a eu une série de collèges d'experts. Le premier expert, c'était un duo d'experts, a dit il y a une irresponsabilité, une altération du discernement, mais pas une irresponsabilité, une altération. Du coup, il y a un autre collège d'experts qui est arrivé. Non, tout va très bien. On a un 3e qui est arrivé, les borderline. Et après, il y a une 4e qui a été nommée, qui a dit non, j'ai lu le dossier, c'est sûr et certain. Résultat des cours, c'était en province, c'était des jurés très, très répressifs. Si vous voulez, borderline, ils ne se sont même pas posé la question. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, bon, nous, le gars, en gros, on nous dit qu'il était à 80% au moins responsable. Allez hop, condamnation plein pot. Donc, dans un monde idéal, il faudrait avoir les moyens. Ensuite, les experts, c'est exactement ce que vous dites. On ne sait pas trop, comme ils voient les gens, aussi bien les victimes, hein, ils les voient une fois, évidemment une fois, au moins une fois, ils sont obligés pour leur rapport, mais c'est rare qu'ils vous disent, on l'a vu 3 fois en l'espace de 18 mois. On l'a vu au début de la plainte, on l'a vu au milieu de l'instruction, et puis juste avant le procès d'assises, par exemple, on l'a revu pour avoir une évaluation, ce qui devrait se faire, mais ce qui ne se fait pas. Donc on a déjà ce problème-là. Ensuite, il y a des dossiers, on ne comprend même pas les termes qu'ils utilisent, on ne comprend rien de leurs termes, leur charabia, c'est incompréhensible. Alors déjà, nous, on a du mal. Alors après, des jurés, si vous voulez, il y a des grands mots, puis ils arrivent. Il y a ça. Aux assises, actuellement, il y a plein des experts qui ne veulent plus venir parce qu'ils disent, moi, je suis cité aux assises à Melun, moi, je travaille à Paris, ça fait une après-midi, en gros, pour venir, je ne suis pas rémunéré au travail, je ne viens pas. Donc, ils ne viennent pas. Donc, dans le meilleur des cas, c'est une visioconférence. Dans le pire des cas, ils ne viennent carrément pas du tout. Et là, on lit le rapport. Et donc, on lit un rapport comme si vous lisiez un compte-rendu médical et vous devez expliquer. Bon, les jurés disent très bien, on a compris, on nous dit ce qu'il est normal, on s'arrête là. Donc, c'est vraiment un problématique. Et surtout, quand ils viennent essayer... Parce que même l'altération, vous dites pour le consentement, c'est pareil pour les fous. Ils arrivent, je ne sais pas comment ils font, mais ils arrivent à vous dire, nous, on l'a vu le 7 décembre, on le voit le 7 décembre, mais on peut vous dire que le 15 janvier dernier, au moment des faits, il avait une altération.
Bon, moi, là, vous me demandez à moi, je vous réponds moi personnellement. Moi, je dis qu'ils ont une boule de cristal à Madame Irma, parce que c'est, s'ils vous expliquent là, voilà, comme ça, mais franchement, mais c'est inquiétant, parce qu'en même temps, en matière criminelle, c'est obligatoire qu'ils soient vus les experts, le mis en examen, pardon, c'est obligatoire, l'expertise psychiatrique et psychologique, agression. Dès que c'est criminel, c'est obligatoire. Les victimes, c'est rendu. Mais je vais vous donner un autre exemple. Avant Outreau, moi je me rappelle très très bien, il y a 2 exemples. J'avais une consoeur, alors elle a eu 2 accusés dans 2 affaires totalement différentes à Créteil, et elle s'est rendue compte qu'elle avait eu un copier-coller du rapport d'expert. Ils avaient juste changé le nom. Bon, elle s'en est rendue compte. Bon, voilà, elle s'en est rendue compte. Après, j'ai un autre exemple, c'est avant Outreau, moi je me rappelle très bien, je m'étais dit, mais chaque fois qu'un expert, notamment pour les mineurs, quand ils dénonçaient des faits, des parents violents, etc., je disais, mais c'est incroyable parce qu'à chaque fois, ils nous disent toujours que c'est crédible. Or, il y avait des dossiers, on arrivait à démontrer, moi j'ai un dossier, j'étais jeune avocate, j'ai même collaboratrice, ça m'avait marqué parce qu'une jeune femme avait déposé plainte pour viol contre son père et un copain de son père. Viol. La fille était vierge. C'est ça qui l'a sauvée. Non mais je rigole pas, c'est ça qui l'a sauvée. Vu par l'expert, c'était avant ou trop, hein, avec l'expert, elle est crédible. Alors après, il y a eu un autre phénomène qui est arrivé, c'est qu'ils ont, alors là, je n'ai pas eu cette brillante idée, ils ont fait, moi je m'y oppose, je fais très attention à ça, quand je peux en tous les cas, c'est qu'on arrive à avoir le même expert qui voit les 2 parties. On a des dossiers, alors forcément, quand vous avez une fille qui dénonce des faits, c'est humain, on a envie de se dire, toujours pareil, pourquoi elle déposerait, c'est toujours la même question, pourquoi elle déposerait plainte, et on dit à l'accusé, mais pourquoi elle déposerait plainte si ce n'est pas vrai, c'est toujours la même mécanique. Donc pour répondre à votre question, je ne peux pas y répondre, mais voilà, mais il faut être vigilant en tant que futur praticien, de se dire, voilà, les experts, quelle est la valeur qu'il faut leur accorder. Alors les experts, d'ailleurs en tout domaine, parce qu'après on a aussi les experts en écriture, alors là ils sont capables de vous dire, vous avez qu'à voir Omar Haddad, alors là ça fait 30 ans qu'on est sur le sujet, pour lui je ne sais pas si on va un jour en finir de cette affaire, donc on a les experts en écriture. Est-ce qu'il y a vraiment, parfois, voilà, il y a des trucs qu'on demande, tout ce qui est la science humaine n'est pas une science exacte. Les seuls experts qui sont à peu près, c'est des expertises techniques. Et encore, il faut que ce soit une technique où on peut avoir une contre-expertise. Parce qu'on a un autre problème qui se pose, c'est qu'il y a des domaines où, comme il y a très peu d'experts en France, l'ADN par exemple, s'il n'y a pas de contre-expertise, c'est qu'un expert qui dit exactement ce qu'il veut bien dire à la science, parce que sauf si vous êtes super compétent en maths ou super compétent en biologie, vous pouvez dire non, je ne suis pas compétent, vous dites n'importe quoi. Mais si ce n'est pas le cas, s'il n'y a personne qui peut lui, alors c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a un truc qui est positif et qui est le revers de la médaille, c'est que c'est négatif, c'est que quand on est riche aux États-Unis et qu'on a un problème avec la justice, on peut mettre les moyens. On peut avoir des experts privés, on peut avoir des détectives privés. En France, il existe quelques détectives privés, mais ça coûte tout de suite beaucoup d'argent. Donc voilà. Mais l'avantage aussi en France, c'est qu'on vous garantit, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis, moins aux États-Unis, mais en principe d'avoir des avocats en France par l'aide juridictionnelle qui sont en principe formés et qui sont peut-être mieux formés que de ce qu'on peut voir aux États-Unis. Voilà, donc je ne peux pas répondre, mais l'intérêt, c'est au moins c'est d'avoir conscience de toutes ces difficultés-là. Mais je ne peux pas vous dire, oui, ce soir, le législateur va prendre... Mais c'est un mouvement, hein, c'est un mouvement de dire, on va faire en sorte que dès qu'une fille dit qu'elle dépose plainte pour viol, ben voilà, c'est l'État de se dire, oui, mais voilà, c'est comment l'apprécier. Y a-t-il d'autres questions dans la salle? Je me déplace. Ah ben ça va pas me déplacer longtemps alors. Bonsoir. Bonsoir. En fait, je me demandais, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui on peut encore parler de principe de présomption d'innocence dans la justice française? Est-ce que ce principe, il n'est pas considérablement mis en danger? Et ce que vous en pensez dans la pratique courante? Alors moi, j'en pense que du bien. Non, je plaisante en vous disant ça. Il est mis en danger avec la multiplication des réseaux sociaux. Ça, c'est sûr et certain que depuis les tweets, les TikTok, tous ces trucs, tous les trucs, parce qu'il suffit de balancer, de dire ça. Ça, c'est une réalité. En même temps, je dis moi, on a à cœur. Moi, je refuse parce que j'ai pas le temps, mais j'ai beaucoup été invitée à BFM. Alors, là, en 3 semaines, quand il y a eu l'affaire Lola, j'ai totalement refusé. Enfin, voilà. Mais quand j'y vais, justement, je n'y vais pas pour parler de mes dossiers, mais j'y vais pour expliquer ce que j'étais en train de dire, pour passer mon temps à rappeler la présomption d'innocence. Donc, je pense qu'effectivement, elle est mise en danger actuellement, mais qu'il faut absolument toujours la répéter non-stop.
Toujours. Parce qu'à force de la répéter, là, il n'y a pas longtemps, on m'a demandé d'intervenir auprès de journalistes du Monde, qui n'est pas, qui est plutôt, entre guillemets, réputé pour son sérieux, en tous les cas pour certains sujets, pas pour tous. Mais en tous les cas, c'était des journalistes qui ne font pas la rubrique justice. Et on m'a demandé, je n'étais pas la seule, mais d'intervenir sur justement les notions de droit, comment appréhender les audiences, etc. Et je leur ai dit, déjà, la première chose, il faut déjà maîtriser le vocabulaire. Parce que ce n'est pas du tout la même chose de dire qu'un prévenu passe aux assises alors que c'est un accusé. Parce que si vous-même, vous n'utilisez pas les bons termes, comment voulez-vous après que les gens qui écoutent ce que vous racontez puissent faire? Premièrement. Ensuite, là, on a eu pour un autre truc, on a eu un journaliste de BFM qui est venu. On a organisé avec l'Association des avocats pénalistes il y a 3 semaines de ça. On a fait venir, moi j'avais invité le procureur de Bobigny, qui s'est beaucoup illustré parce qu'il fait partie, je crois même que c'est le premier ou un des premiers, à avoir son compte Twitter, et il tweete en permanence pour expliquer à quel point ils interpellent des gens, à quel point il y a des condamnations qui sont prononcées. Mais ça s'inscrit parce que lui, il est en charge de la politique pénale. Donc ça peut se comprendre, mais c'est intéressant à son point de vue. J'ai fait venir Randolph Schandorfer, qui était l'avocat de Jonathan Daval, parce que lui, il a été pris à partie en disant « vous avez violé le secret de l'instruction, le secret, etc. » Et puis, un autre confrère avait fait venir un journaliste de BFM, et je pensais que celui qui allait... Et comme il n'y avait que des avocats pénalistes, je pensais que pour celui pour lequel ça serait le plus difficile, ça serait le procureur. Et en fait, celui pour lequel ça a été le plus difficile, ça a été le journaliste de BFM. Et c'était important, je pense qu'il a... Et comme il a été sensible à ça, et d'ailleurs, il l'a dit... Beaucoup d'avocats, on lui a fait la critique de dire pourquoi, par exemple, vous savez, Lola, c'est la petite fille de 12 ans qui s'est fait tuer par cette femme qui, a priori, on ne sait rien puisqu'elle est en incarcération normale, mais enfin, elle s'est fait tuer il y a 3 semaines de ça et retrouvée dans une valise. Ça a tourné en boucle en permanence. Alors au début, c'est normal, il y a le devoir d'information, ça c'est tout à fait normal. Mais après, si vous voulez, c'était non-stop et toujours les mêmes informations. Moi, personnellement, BFM m'a appelé 1 semaine complète, matin, midi et soir, pour y aller le week-end. J'ai dit non à tout, parce que j'ai dit, d'abord, moi, on m'a appelé le dimanche, ça a commencé le samedi. D'abord, il y a les parents qui sont en deuil. C'est absolument atroce ce qui s'est passé, et tout a été dit. Donc, quel est l'intérêt de continuer à mettre en boucle de l'horreur sur l'horreur? Est-ce que c'est du devoir d'information? Moi, j'estimais que non. Voilà. Alors, et après, il y a eu d'autres faits divers. Et lui, on lui a dit ça, on lui a dit, mais bon, vous êtes une chaîne en continu, on sait tout ce que ça veut dire, mais est-ce que, par exemple, quand il y a eu Nordal Lelandais, là, quand il a lui aussi été mis en cause, vous vous rappelez qu'il a été reconnu coupable du meurtre de la petite fille et il a pris perpétuité, mais avant qu'on trouve le corps, il a gardé je ne sais plus combien de temps, enfin, il n'a pas dit au moins pendant 3 ou 4 mois. Quand ils ont décidé de faire une reconstitution, là où il avait dit qu'il l'avait enterré, il y avait un caméraman, il fallait des gens qui pendant 4 heures ont commenté, on ne voyait rien. Alors là, ils s'approchent, ils ont fait 20 cm. Est-ce que les gens vraiment... Mais comme on nous balance ça, c'est aussi aux gens de dire, bah, si tout le monde, comme tout le monde regarde BFM, ils font du chiffre. Hein, donc, en même temps, on ne regarde même pas, parce que partout c'est allumé. Mais si les gens disaient, on en a marre d'écouter en permanence ça, bon, c'est visiblement quelque chose qui est en train d'être relayé, parce que lui nous a expliqué qu'ils font des comités, ils sont en train de se réunir justement. Lui-même, il nous a dit, cette actualité-là, on l'a trop couverte. Enfin, trop couverte au sens, on ne disait rien de plus qui avait déjà été dit, et ça n'apprenait rien aux gens, et c'était horrible. Donc je vous dis ça pourquoi? Parce que je pense que la présomption d'innocence, c'est important de jamais lâcher. Il ne faut jamais lâcher, parce que si vous commencez à dire, bon, la présomption d'innocence... Et d'ailleurs, en plus, l'expérience démontre que quand les gens ils sont directement concernés, les gens sont les premiers à dire ah « Non, mais moi, je suis présumé innocent, il faut le dire, maître. » Oui, mais vous étiez le premier à dire que lui, il fallait envoyer au trou et lui mettre perpétuité. Enfin bon, c'est souvent ce balancement-là. C'est quand les gens sont concernés à titre... Alors, sauf après, les gens qui sont sensibles, les avocats, évidemment, le milieu judiciaire, on est sensible à ça. Mais quand les gens ne sont pas du tout dans la partie, ils ne s'y intéressent pas vraiment. Et le jour où ils sont concernés, ils disent « Mais non, mais ça ne marche pas, la justice. » Donc, c'est vraiment... C'est pour ça que je dis que moi, je l'ai toujours trouvé passionnant. Moi, j'ai des copains qui ont fait du droit avec moi. Ils n'ont jamais exercé, sont partis dans le cinéma. Enfin, ils ont fait 10 000 trucs. Mais quand même, il y a une culture juridique. Et je pense, et c'est ce que... Là, dans le bouquin, j'étais sur une radio, la France Bleu, et la fille me dit, en se marrant, elle me dit « Est-ce que vous accepteriez d'être ministre de la Justice ?» Et je lui ai dit « Bah oui, pourquoi pas ?» Moi, c'était une boutade parce que je ne vais jamais taper le ministre de la Justice et que l'autre, il avait dit jamais de la vie. Donc, j'ai dit en rigolant, jamais. Alors là-dessus, mon mari m'a envoyé un SMS, m'a dit « Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On ne te voit déjà pas, etc. » J'ai dit sans blague.
pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'il faut jouer, il faut être dans la provocation, il faut répondre, mais surtout, il faut aussi assumer ses choix, assumer ce que l'on fait. Moi, dans le bouquin, je parle notamment d'un chapitre sur MeToo. Il y a un journaliste qui m'a dit « Je suis complètement d'accord avec ce que vous écrivez, mais je ne vais pas pouvoir vous interviewer parce que sinon, on va avoir un tollé, donc ce n'est pas possible, ce n'est pas dans l'air du temps. » Il y a des avocats hommes qui m'ont téléphoné parce que j'avais écrit un autre article contre le féminicide. Ils m'ont dit « Mais Clarisse, on est totalement d'accord avec toi, mais si nous, hommes, on le dit, on va se faire tuer. » Déjà, moi, je me suis pris une affaire d'assises cette année, je me suis pris des tweets menaçant de mort parce que j'avais dit que j'étais contre l'appellation féminicide pour des questions juridiques. Mais il y a un tel mouvement, voilà, il y a un mouvement, à mon avis, d'excès, et c'est pas parce qu'on est une femme qu'on est obligé de dire oui à tout ce qui se passe. Et même, c'est pas, je vous dis tout à l'heure, il y a un décalage de génération, c'est sûr, mais moi, j'estime que la culture juridique, ce qui est vraiment, vraiment le point central que n'ont pas les médecins, par exemple, ou que n'ont pas d'autres métiers, les ingénieurs, parce que c'est très scientifique, c'est très des chiffres. La culture juridique, il y a quand même il y a la culture générale. Il y a d'ailleurs des journalistes qui ont fait du droit avant. Et il y a des grands principes de droit qu'on retrouve en tant que citoyen. Et donc, c'est ça qui est vraiment important, c'est de se dire, moi, je ne serai peut-être jamais avocat, je ne serai peut-être jamais magistrat, je ne serai peut-être même jamais un métier dans le droit. Mais j'oublie pas que ce qui fonde une société, enfin, à l'image que l'on veut en France, après, si vous voulez partir dans d'autres pays où c'est la charia, c'est encore un autre problème. Mais en France, à partir du moment où vous inscrivez ce qu'on appelle un corpus, en tous les cas un corpus législatif, bah, il faut aussi le défendre. Donc oui, la présomption d'innocence, elle est régulièrement bafouée. Oui, le secret d'instruction est bafoué depuis, moi ça fait 28 ans que je suis avocate, ça fait 28 ans qu'il est bafoué, ça fait 28 ans que tout le monde, bien avant moi, on ne m'a pas attendu et on ne m'attendra pas encore pour le dire. Mais c'est pas parce que c'est comme ça qu'il faut baisser les bras. Voilà. Il faut absolument se dire, et même si quand on est, c'est important de dire entre copains, c'est important de le reparler en disant, de faire attention au jugement hâtif contre les gens, c'est vraiment c'est la vigilance au quotidien. Donc oui, vous avez raison, mais quand même, je trouve qu'il y a un petit ressort actuellement. En tous les cas, moi je vois par exemple BFM, ils font des choix des gens qu'ils invitent sur les plateaux. Vous regardez les actualités, ils font des choix. D'abord, moi, je ne suis pas du tout dupe. Je sais très bien comment ça se passe. Il y a des listes. Le premier, ils ont des choix de préférence. Et puis, quand ils arrivent le 15e... D'ailleurs, je l'ai dit aux journalistes. Je lui ai dit, écoutez, moi, je ne suis pas dupe de ce qui se passe. Les gens m'ont dit, ah bon, Clarisse, on ne savait pas. Mais quand tu vois un avocat fiscaliste qui vient t'expliquer ce qu'est une autopsie, il y a quand même un problème. Là. Surtout à Paris. Bon, moi, j'ai des copains, ils sont avocats à Lille, ils me disent, mais nous, on ne vient jamais sur les... parce que tout se passe à Paris, c'est tout simple. Mais à Paris, il y a 30 000 avocats, et au pénal, bon, il y en a peut-être que 200 qui font vraiment que ça, mais il y en a beaucoup plus qui font au moins du pénal une fois par semaine, donc il y en a beaucoup qui peuvent parler. Et quand vous voyez Tartampion, qu'on n'a jamais vu, c'est comme si moi, on me demandait de parler... À un moment, c'est pareil, pour la succession de Johnny Hallyday, il y avait des gens on voyait bien qu'ils n'y connaissaient rien du tout. Après, c'est une question d'éthique personnelle, de dire j'y vais ou j'y vais pas. Mais les journalistes, voilà, il faut comprendre le business. Il y a les journaux, la presse écrite a disparu à cause de ça. Les journaux, les recherches, la critique. Les gens n'ont plus envie de lire, les gens n'ont plus le temps. C'est un flux d'informations en permanence. Et donc, on est porté par l'information drivée par BFM. Alors, BFM, il y a peut-être un petit sursaut en disant quand même... parce qu'il y en a quand même, il ne faut pas exagérer. J'ai quand même vu des journalistes, ils me disent, nous on a envie d'avoir des trucs de qualité, on en a marre qu'on nous dise que c'est la truc poubelle, on en a marre. Donc ils ont aussi des choix. Donc là c'est vrai qu'ils disent voilà, et là il n'y a pas longtemps ils m'ont dit bah voilà, il faudrait que vous nous donniez des noms parce que quand vous n'êtes pas disponible, nous on veut ils ont compris, ils ont dit bien sûr, ils voient bien, ils se sont fait avoir, ils ont invité des gens, ils ont bien compris qu'ils n'y connaissaient rien, et puis ils ne les réinvitent pas la deuxième fois. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faut être critique sur faut essayer d'être critique. Moi, il y a très très longtemps de ça, je donnais des cours en fac et je disais aux étudiants, il faut vraiment que vous soyez critique. Il faut vraiment que vous soyez critique sur un enseignement. Vous êtes capable de voir ce qu'est un bon professeur et un moins bon professeur. Tout le monde est capable de voir. Et même le bon professeur, il peut avoir un parti pris. C'est pas grave, il vous transmet son savoir. Après, c'est à vous de voir, de dire ce qu'il dit, c'est nourri par ça, ou au contraire, c'est la contradiction. Si la contradiction, elle est enrichie d'arguments de part et d'autre, c'est comme ça qu'on avance. C'est comme ça, il y a en justice, c'est pareil, il y a des dossiers, les gens ne veulent pas avancer, puis on leur dit, il y a ça, plus ça, plus ça, et puis après, il y a le temps de maturation, etc. Mais la présomption d'innocence, c'est vraiment le principe qui est sacro-saint, il faut s'y accrocher coûte que coûte. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, on va vous donner le micro. Bonsoir. Alors, vous parlez de
quand vous avez bien conscience et que c'est avéré que c'est la personne en face de vous qui a commis les faits? Alors d'abord, je ne défends pas tous les jours des tueurs en série. Donc j'en ai même, je crois, jamais défendu. J'ai déjà défendu des gens qui ont tué. Je crois que c'est une question de personnalité. L'avocat, en France, en tous les cas, c'est pas l'américaine. Enfin, moi, je l'ai fait dans 2-3 dossiers où je me suis déplacée sur des lieux pour qu'on prenne des scènes de crime. Des scènes de crime au sens pour savoir où était la porte, pour mieux comprendre ce qui s'est passé, parce que j'ai du mal sur... Mais sinon, l'avocat en France, il ne fait pas comme aux États-Unis, c'est pas lui qui diligente une enquête. Ensuite, on est sur des dossiers papier. Donc le dossier papier, il y a vraiment une différence avec, j'en parlais avec un policier qui me disait, nous quand on intervient sur la scène de crime, on arrive, il peut y avoir du sang partout. Ils sont vraiment au contact direct de la violence. Nous les avocats, on n'a pas ce contact direct parce qu'on a en papier, donc on a des photographies, c'est ce que je disais tout à l'heure, voilà, il ne faut pas être trop sensible. Après l'horreur, oui, là je pense c'est un dossier que j'ai vu. Moi ce qui me marque beaucoup, c'est quand vous lisez un dossier, vous dites c'est l'horreur, et quand vous voyez la personne, souvent, il y a vraiment une séparation. Alors, je vous dis, moi, je n'ai jamais défendu un tueur en série. Donc, les tueurs en série, parce que souvent, l'horreur, c'est lié à cette typologie-là. Et en France, heureusement, on en a très, très peu. Aux États-Unis, ils en ont beaucoup plus. Mais bon, c'est normal, c'est un peu plus grand. Ils en ont eu beaucoup plus dans l'histoire américaine. Nous, en France, on doit être à 10 ou 15 max depuis 100 ans. Donc, de tueurs en série, je parle. Donc du coup, c'est vraiment l'horreur. Après, l'acte criminel isolé, ça dépend de l'acte criminel. Si c'est des règlements de compte, ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui va tuer une personne. Voilà, ça dépend dans lequel il peut y avoir des trucs atroces, mais c'est dans des situations particulières. Moi, ce qui m'a surtout marqué, c'est qu'il y a souvent vraiment une différence entre l'acte et la personne. C'est-à-dire ce qui fait qu'un avocat, on ne défend pas des actes, on défend des humains. Personne va vous dire, oui, il l'a tué, il avait raison de la tuer. Sauf si c'est le cas de la légitime défense, mais ça, c'est des questions juridiques, ce n'est pas des questions d'humain. Donc souvent, ce qui est frappant, en fait, c'est ce qui reste de l'humanité chez quelqu'un. Alors, il y en a, ils n'ont plus tellement d'humanité, ça c'est vrai, et puis il y en a, il y a de l'humanité qui est là et qui explique. Donc l'horreur, elle est du crime, et puis en plus, si on est avocat et qu'on est perturbé par cette horreur, je pense, en tous les cas, moi, je ne pourrais pas bien défendre quelqu'un. Or, on est obligé, naturellement, on sépare, parce que l'horreur, il va y avoir la partie civile qui va le dire, l'avocat général qui va le dire, l'horreur est déjà présente naturellement. Donc si on est, entre guillemets, imprégné de cette horreur-là, c'est difficile de bien plaider pour quelqu'un. Ce qui reste, c'est toujours de dire, est-ce qu'il y a une part d'humanité ? Et puis en plus, il ne faut pas oublier des choses, il y a 2 types de dossiers. Des dossiers où les faits sont reconnus, et puis ceux où ils ne sont pas reconnus. Ce n'est pas du tout la même approche. Si les faits ne sont pas reconnus, l'horreur, entre guillemets, comme la personne dit c'est pas lui, ils sont mis de côté. Si l'horreur est reconnue, après c'est la question d'en parler avec la personne. Souvent les gens ont eux-mêmes du mal à accepter, vous l'avez beau leur dire, mais il y a des photos, il y a ceci, ils ont du mal à accepter qu'ils aient pu faire ça, parce que ça les renvoie justement à une image d'horreur. Une autre question? Alors moi j'en ai une, si je peux me permettre. Est-ce que vous avez déjà du coup refusé un dossier pour un cas de conscience parce que c'était trop dur et que vous ne voyez pas défendre telle ou telle personne? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Non, ça ne m'est jamais arrivé. Mais c'est une question souvent qu'on me pose. Alors, on peut ne pas être d'accord pour des histoires de stratégie de défense. Mais un cas de conscience, non, il ne faut pas faire pénaliste si on fait ce métier. Non, voilà, j'ai défendu des gens terroristes. Alors, je n'en défends plus depuis ces notoriétés publiques parce que j'estime que la défense pour ces dossiers-là est quasiment... on n'a quasiment pas de marge de manœuvre. Voilà, j'ai failli... pas raconter toute l'historique, mais il y a des vieux dossiers. En plus, dans ces dossiers-là, je trouve que c'est un peu pollué parce qu'il y a des interférences étatiques. Où on sait que les États, enfin l'État un peu, je pense à un dossier où il y avait, il y a une sphère avec les États-Unis, une sphère avec le Maroc. Il y avait des choses qui n'apparaissaient pas dans le dossier. Je m'étais rendu compte que c'était assez verrouillé, qu'on n'avait pas de marge de manœuvre. Donc c'est plus pour des raisons d'exercice des droits de la défense.
En plus, ça prend une énergie folle. C'est des dossiers, souvent la commission d'office. Donc, il faut avoir quasiment que ça à faire, en temps plein à faire. Bon, moi, j'ai pas ce cabinet-là. Et en tous les cas, c'est pas envie ce que j'ai envie de faire. Mais c'est pour des questions d'exercice, pas pour des questions de conscience. Si j'ai décidé de faire pénaliste, c'est pour défendre tout le monde. Après, sinon, faut faire une autre branche du métier. Il faut faire quelque chose. Moi, j'ai une copine. On a partagé des locaux à un moment. Elle voyait des clients arriver en salle d'attente. Rien que de les voir, elle avait peur. Donc elle me disait, là, il y a des gens hyper bizarres dans la salle d'attente, ils me font hyper peur. Bon, moi, je m'en vais. Tu nous rappelles quand le rendez-vous est fini, je m'en vais. Et à côté de ça, elle me disait, oh là là, dès que je vais au cabinet et que j'entends la sirène de l'administration pénitentiaire, elle me dit, même maintenant, on est évidemment toujours resté copines, très bonnes copines d'ailleurs, elle me dit, je pense toujours à toi parce que c'était toujours les histoires que tu nous racontais au cabinet, on se marrait, tu nous racontais des trucs de dingue, on se marrait. Mais elle m'a dit, moi, c'est une excellente avocate dans son domaine, mais elle m'a dit, moi j'ai peur, je pourrais pas, je ne pourrais pas. Elle me dit, il faut que quelqu'un le fasse, tu le fais, c'est très bien, moi je ne pourrais pas. Voilà, c'est une question de personnalité. Je comprends très bien que des gens me disent, moi j'ai pas envie de défendre un violeur d'enfants, j'ai pas envie de défendre un terroriste, j'ai pas envie de défendre un braqueur, j'ai pas envie de défendre un trafiquant de drogue, j'ai pas envie. Voilà, moi, le jour où ça devrait m'arriver, je pense que j'arrêterai le métier. Parce que je ne serai plus à même de faire ce métier, en tous les cas, comme la conception que j'ai de métier pénaliste. Franchement, il y a des avocats, des jeunes avocates qui m'ont dit non mais nous, on veut être pénalistes comme vous et on ne défendra pas de violeurs. Alors je les ai regardés, je dis non, alors faites pas du tout ce métier, hein. Faites autre chose, mais faites pas ça. Parce que si vous voulez être pénaliste, on choisit. D'abord, on ne choisit pas ses clients, c'est eux qui nous choisissent. Donc c'est déjà une preuve c'est un honneur d'être choisi. Ça veut dire qu'on vous transfère une confiance de dingue. Et puis ensuite, encore une fois, c'est ce que je vous dis, il y a les dossiers, les dossiers criminels, ils sont montés par la police, c'est la procédure. La police, elle n'est pas forcément objective dans son recueillement des preuves ou son recueillement des témoignages. Voilà, c'est des humains. Ils font leur boulot, c'est des humains, ils le font mais ils ont quand même des idées. Donc, il y a des dossiers, quand on les lit, on se dit, le dossier, il est présenté de telle manière et il est ficelé de telle manière pour vous dire que la personne est coupable. Parce que la police, elle ne va pas dire, on a mis quelqu'un en garde à vue, puis on a dit au procureur que le dossier, ça tenait, et si on dit que ça tient, c'est parce que eux, parfois ils vous le disent dans les cours d'assises, puis ils vous le disent en off, ils disent, moi ça m'est arrivé, un flic m'a dit, maître Serre, votre client a été acquitté, mais pour moi il est coupable. Je dis non, il a été acquitté. Non, mais moi il restera toujours coupable, alors qu'il avait été acquitté. Donc ça prouve bien que dans leurs convictions, ils ont des convictions où ils disent, non, nous on sait qu'il est coupable. Le problème, c'est qu'il y a des dossiers, quand on fait des recoupements, on se rend compte que finalement, ils ont pu avoir raison, mais ils ont pu aussi se tromper. C'est ça le rôle d'un avocat, c'est de décortiquer. Il y a une question que vous ne m'avez pas posée, mais qu'on me pose et que je trouve vraiment intéressante, par exemple, c'est de dire, est-ce que les clients vous disent la vérité ? Bon, ça, c'est un vrai sujet toutes les questions que vous posez sont des sujets, mais c'en est encore un autre. Est-ce que le client, quand il désigne un avocat, il vous dit, voilà, maître, j'ai tué machin, ou j'ai fait ci, ou j'ai fait ça ? Alors là, il y a des pratiques qui sont différentes. Il y a des avocats qui tout de suite sont dans leur client, leur dit j'ai fait ça, moi je ne demande jamais. Il y a une espèce de non-dit, ils me racontent leur histoire, mais je leur dis bon bah là ce que vous racontez c'est n'importe quoi, ça ne tient pas la route, mais je leur demande pas une confidence absolue. Parce que s'ils me disaient maître, voilà, j'ai transporté 1 kilo de cocaïne, mais vous allez dire le contraire au juge, je ne pourrais pas bien les défendre. Parce que je sais que je mentirais, alors que les avocats, tout le monde, on parle de nous en disant qu'on est des baveux et qu'on est des menteurs. En permanence, on dit ça de nous. La question, c'est de savoir quand on est baveux, ça c'est sûr qu'on parle beaucoup, on est là pour ça. La question, c'est est-ce qu'on ment ? Mentir, ça veut dire qu'on sait qu'on ne dit pas la vérité. C'est pas du tout pareil si je plaide un dossier en disant il y a une faille dans un dossier, parce que moi, mon rôle, c'est pas de rapporter la preuve. La charge de la preuve, vous savez, c'est le principe pénal, c'est pareil, la charge de la preuve, elle pèse sur le parquet. C'est le procureur. Là, en venant, j'étais un peu en retard parce qu'il y a des embouteillages, mais j'entendais que dans le radio, dans le crash de l'avion Rio-Brésil, hein, j'entendais juste en arrivant que le parquet avait demandé une relaxe pour Air France et Airbus et que les parties civiles étaient en train de bondir. Bon, je ne connais pas un mot du dossier, mais je vous raconte ça parce que si un avocat, moi si on me disait voilà,
la vérité, je vous l'ai dit, et je la reconnais devant le juge. Il n'y a aucune difficulté. Mais celui qui viendrait me dire, j'ai fait ça, mais je vais vous demander de dire le contraire, je pense que je le plaiderais mal, parce que d'abord, je sais que je mentirais. Alors là, je mentirais en toute connaissance de cause. Et puis là, j'y raconterai une histoire. Et je sais que moi, me connaissant, parce que je connais ma limite, je ne serai pas convaincante. Alors que si le gars me dit, voilà, moi, je ne reconnais pas les faits, bon, celui, on le connaît tous, c'est l'exemple typique, c'est celui qui est à l'aéroport à Roissy, qui a la valise avec remplie de cocaïne, et vous dit, non, la valise, c'est pas à moi. Oui, mais au bout de la main, c'est vous. Bon, on lui explique 50 fois, on lui dit, voilà, il y a la valise, vous avez pu vous tromper de valise, d'accord, donc on a vu, toutes les valises, elles sont identiques, ok, mais là, le problème, c'est qu'il y a de la téléphonie, il y a ça, il y a ça. L'avocat, avant tout, il a un devoir de conseil, c'est-à-dire de dire, voilà, ça tient ou ça ne tient pas. Si ça ne tient pas, vous prenez vos risques, on fera le mieux. Mais on a une marge. Si le type vous dit, ça tient vraiment, c'est vraiment pas moi, et qu'il y a des failles dans le dossier, bah, l'avocat, il est là pour démonter un dossier. Mais ce n'est pas du tout pareil si on sait, si on devrait plaider le contraire. Alors après, il y a des dossiers, d'ailleurs, c'est assez frustrant, et je pense que Martine le sait aussi. Notamment, on parlait du braquage de Gentilly. Il y a des gens qui ont été condamnés, il y a des gens qui ont été acquittés. Martine était partie civile, moi je défendais un des accusés. On sait elle le sait, moi je le sais. On sait quoi toutes les deux finalement? Et je vous raconte ça, c'est largement prescrit. Pas pour toi d'abord. Non, mais ce que l'on sait toutes les deux, c'est ce que je veux dire, on sait la vérité judiciaire. Ça c'est sûr, on sait qui a été condamné et qui a été acquitté. On le sait toutes les deux, c'est la vérité judiciaire. Après, là où on va être séparés, si j'ose dire, c'est que peut-être Martine va me dire, tu sais très bien que cet accusé a été acquitté, elle va me dire ça, mais je ne suis pas d'accord avec cette décision parce que je sais que c'était lui. Et moi, je vais lui dire, ben, j'en sais rien, il y a un doute qui plane. Il y a des dossiers, même nous, on ne sait pas finalement ce qui s'est réellement passé. Mais ça, c'est aussi ça dépend des avocats. Il y a des avocats, j'ai eu un dossier criminel où un vieux client que j'ai défendu depuis des années, jamais je lui demandais s'il avait fait ou pas, puis là, l'affaire était un peu compliquée, donc c'était un peu... et puis, le parquet fait appel contre nous, donc on va en appel, et il prend un deuxième avocat en plus de moi, et je vais le voir, et là, le choc terrible, je m'en rappellerai toute ma vie, parce qu'il connaît à peine cet avocat, et l'avocat lui dit direct, bon, bah alors, évidemment, il avait lu le dossier, évidemment, c'est vous qui avez fait les faits. Alors que nous, ça faisait des années, mais non, c'est pas... C'est une appréhension de dossier qui est totalement différente. Je lui dis, ah bon, mais non, mais Clarisse, on ne va pas discuter. Après, il y a des choses, puis après, il y a des espèces de non-dits. Il y a des choses que l'on sait, il y a des choses qu'on ne sait pas. Il y a des clients qui ne disent pas tout à leur avocat. Voilà, ça dépend aussi du lien de confiance. Ce qui marque les pénalistes, si je peux parler en leur nom à tous, c'est la passion de ce métier. Ça, c'est les vrais pénalistes. Il y a des vrais pénalistes et puis il y a des pénalistes de pacotille, comme on dit, mais il y a des vrais pénalistes, c'est la passion du métier. Et puis après, c'est une relation qui, j'ai eu l'occasion de le dire, on appelle les gens qu'on défend nos clients, mais c'est au-delà du client. Parce que le client, c'est une relation commerciale. Évidemment que les clients nous payent pour les défendre. Je ne vais pas vous dire le contraire, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, ils nous payent. Mais c'est au-delà du simple rapport financier, parce que ça va au-delà. Il y a des enjeux tellement importants, des enjeux d'honneur, des enjeux de vie, des enjeux de liberté. Ça va au-delà. C'est plus la relation avec le patient comme le médecin, puisque le médecin est payé par ses clients, mais il y a une relation on confie sa vie au médecin. Et ben, pour les pénalistes, c'est vraiment quelque chose qui est propre à notre activité, à notre spécialité. D'ailleurs, merci docteur, moi ils m'ont dit des fois. Ouais, non, bah, pas encore, non. Moi ça m'est arrivé une ou deux fois. Ouais, voilà, je pense que ça, il y a ce lien qui est là. Une petite dernière pour la route. Ouais. Allez, ça te va encore une dernière? Bien sûr. Allez. Ah ben ce rang est très actif. Bonsoir. Bonsoir. Du coup, vous avez parlé, enfin vous avez écrit, vous n'avez jamais refusé un dossier. Est-ce que vous considérez qu'un pénaliste qui refuse un dossier parce qu'il considère qu'il n'aura pas, entre guillemets, enfin que ses émotions prendront trop le dessus, est un mauvais pénaliste? Non, mais moi, attendez, hein, moi, je viens témoigner sans aucun problème, et moi, je n'ai pas la prétention de vous dire comment il faut faire. Non, vous savez, il y a un truc que je me suis rendu compte, c'est que quand j'ai commencé cette profession, je pensais qu'on m'attendait au tournant, je pensais que j'étais celle qui allait révolutionner le droit, et je pensais, alors moi, j'ai été à l'école plutôt influencée par Henri Leclerc, et il n'y avait pas tellement de figures féminines. Donc, en vieillissant, enfin, en rencontrant, je pensais en gros que j'étais Dupond-Moretti, c'est-à-dire que, voilà.
En vieillissant, c'est l'école de l'humilité pénaliste. On se prie parce que vous avez le prisme de se dire, voilà, il y a des acquittements, ils sont rois, reines d'une journée, mais on se prend plein de tôles tous les jours, on se prend plein de coups tous les jours. Donc, je n'ai pas la prétention de parler au nom des confrères, je vous dis simplement mon ressenti parce que j'ai la chance d'avoir plaidé dans beaucoup de dossiers avec beaucoup de grands pénalistes. On l'aime, on l'aime pas, mais j'ai plaidé avec Dupond-Moretti, j'ai plaidé vers mon patron Pierre Haïk, j'étais avec Olivier Messner, voilà, Henri Leclerc, Delarue, et plein de jeunes encore actuellement que je rencontre. Je dis simplement que pour moi, si j'ai décidé de faire ce métier, c'est pour défendre, et défendre avec un D majuscule. Si je commence à dire, lui, ouais, je la défends pas, si on commençait à dire, on défend que des gens qui sont acquittables, bah, c'est pas être pénaliste pour moi. Il y a des gens, malheureusement, ils ont pris, et Dupond-Moretti pareil, il s'est pris des perpétuités, on en a moins parlé parce que dans l'image que ça donne, c'est pas forcément le point positif. Mais il le dit lui-même, hein, il s'en est jamais caché, il a pris aussi des tôles. Il a eu quelque chose d'exceptionnel, il a été, et c'est très bien, il a incarné un moment pour l'opinion publique ce qu'était un pénaliste. Et c'était vraiment important parce que justement par rapport aux questions que vous posiez tout à l'heure, il incarnait à lui tout seul la présomption d'innocence. Il incarnait à lui tout seul les droits de la défense. Il incarnait à lui tout seul, il ne faut jamais lâcher l'affaire. Donc il y a des gens qui se sont sentis, il a des gens qui ont tué 2-3 personnes qu'il a défendues et qui ont été condamnés. Parce qu'il n'est pas magicien. Moi j'estime simplement qu'à mon niveau, si je commence à dire je ne défends pas un tel, il ne faut pas faire ce métier. Parce que ça voudrait dire que je ne connais pas le dossier et que je commence déjà à dire je ne vais pas le défendre. Ou alors, quand on commence à travailler le dossier, les émotions pour nous, on les laisse aux autres. Je ne vous dis pas qu'on est, quand on voit des gens témoigner à l'audience d'assises qui ont perdu leur enfant et qui pleurent, je ne vous dis pas qu'on passe un bon moment, ça c'est sûr que non. Et d'ailleurs, souvent les gens, alors là pour le coup ça m'est arrivé, on est même associé à celui qu'on défend. Et on est associé à l'assassin, on vous dit que vous êtes un assassin, que... Voilà, donc ça c'est dur à vivre parce que les gens, il y a encore des gens qui ont du mal à comprendre. Il y a des magistrats qui expliquent en cour d'assises en disant, même si le crime est horrible, c'est un droit d'avoir un avocat, il fera ce qu'il pourra, mais il faut dissocier l'avocat de celui qu'il défend. Mais voilà, moi je n'ai pas de leçon à donner aux gens. S'il y a des gens, il y a des confrères qui me disent, Clarisse, nous on ne prend pas ce dossier, on te l'envoie parce qu'on n'a pas envie de le prendre, parce qu'on n'aime pas. Je comprends, mais moi je n'ai pas aucune autorité. Et même si j'avais une autorité, je ne le ferais pas pour juger ce que les avocats veulent faire. Simplement, dans l'image de ce que j'aimerais, si un jour on me demandait pour les jeunes ce que j'aimerais, c'est que des jeunes me disent, nous on sera avocats et on défendra n'importe qui. C'est-à-dire qu'on défendra, s'il faut défendre Hitler, on défendra Hitler. S'il faut défendre Oussama Ben Laden, on le défendra. Est-ce que je suis d'accord avec ce qu'ils ont fait? La réponse est évidente, mais c'est une défense. Et ça, c'est vraiment pour moi un principe démocratique important. Vous savez, là, il y a eu les procès de V13. Tout le monde savait que le premier accusé, il allait prendre perpétuité. Enfin, il y a les dossiers. Le Landais, on savait qu'il allait prendre perpétuité. Le principal, on savait qu'il allait prendre perpétuité. Bon, l'État français lui a payé un avocat. Mais c'est normal, parce que c'est... voilà, et puis il y a eu un changement. Il ne parlait pas au début du procès, il a parlé... Même parce qu'il n'y a pas que la sanction qui compte, c'est ce qui a pu se dire à l'audience. Enfin, moi, je ne sais pas dans le procès, mais de ce que j'ai lu, les comptes rendus, il y a des gens aussi. Alors, moi, je suis contre l'idée de se dire que la cour d'assises, ça va permettre aux victimes de se reconstruire totalement. Moi, je ne suis pas dans cette école-là. Je dis que c'est un passage obligé, mais que pour certains, ça peut être tout à fait positif, mais d'autres, ce n'est pas forcément. Mais c'est encore une fois, voilà, moi, je dis que d'être pénaliste, on est là pour défendre. Si on commence à faire un tri, je comprends, mais je vous dis, il vaut mieux faire Je comprends, hein, moi j'ai une associée, elle ne fait plus de pénal depuis longtemps, elle en avait ras-le-bol, elle fait du civil, et moi je serais incapable de... En revanche, la réciproque est vraie, les gens qui divorcent, ça ne m'intéresse pas, et je serais je l'ai substitué pour me dire, il faut aller au truc de divorce. Je lui dis, c'est pire que d'aller en prison, parce que les gens se sont aimés, et alors maintenant, ils sont chacun planqués derrière un poteau, et il faut... Le premier rentre, mais pas le deuxième en même temps. J'ai dit, non, moi ça c'est... Voilà, c'est pour ça que je vous dis, il faut se connaître. Allez-y. Attends, je crois qu'il y a une question. Ah, pardon, vas-y. Est-ce que c'est vrai que le pénal, c'est un domaine, une filière assez bouchée, qu'il est compliqué de se faire une place? Ouais, alors d'abord, on se fait une place, on met beaucoup d'années à se faire une place. Hein, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ou alors sauf pour certaines exceptions et qui peuvent poser des questions.
Ouais, alors, ça dépend, j'ai envie de vous dire où. À Paris, c'est bouché. Voilà, à Paris, enfin, pénal commun. La pénal commun, c'est bouché parce qu'il n'y a pas tant de délinquance que ça à Paris au nombre d'avocats. En fait, il y a plusieurs choses pour être très clair. Il y a les commis d'office et les avocats qui sont payés par les clients. Les avocats commis d'office, à Paris, on fait ce qu'on appelle chaque année l'école de la défense pénale. Actuellement, je crois qu'ils sortent, on a restreint les entrées parce qu'il y avait genre 1000 avocats chaque année. Donc ça veut dire qu'ils avaient une permanence tous les 6 mois. Donc ils ne peuvent pas faire de pénal et ils ne peuvent pas en vivre. Si vous allez à Bobigny, il y a encore des permanences de manière plus régulière, mais moins qu'avant. En revanche, il y a des villes en province où quand j'y vais, on me dit « nous, on n'a pas de pénaliste » parce que les gens n'ont pas envie d'aller là-bas, parce que les gens ils ne voient que par Paris, alors que moi, ça fait longtemps que je pense qu'il faut s'ouvrir à autre chose. Donc ça, c'est une vraie réalité. Ensuite, je vous le disais tout à l'heure, il y a un paradoxe. On a 72 000 détenus, donc vous pourriez vous dire bah non, qu'il y a beaucoup de travail. Le problème sur 72 000 détenus, il y a finalement peu de gens qui peuvent payer un avocat. Voilà, c'est ça la difficulté économique. C'est-à-dire qu'un avocat, à votre âge, on ne devrait pas parler de ça, mais il faut le dire, quand vous envoyez une facture, il y a 20% de facture de TVA à payer. Quand c'est une société, elle récupère les 20%. Quand il est un particulier, il ne paye pas. Donc à la facture d'honoraires de l'avocat, il y a 20% en plus de TVA à payer. Donc ça fait des sommes à la finale. Donc il y a beaucoup de gens qui auraient envie de prendre un avocat et qui n'ont pas les moyens de se prendre un avocat. Donc après, il reste les commis d'office. Et les commis d'office, il y en a beaucoup plus qu'avant, ça c'est sûr et certain. Et là, le problème, c'est qu'il y a de tout. Il y a de très bons, il y a des gens très engagés et très bons. Et puis, il y a des gens qui n'ont pas vraiment réussi à percer, qui font ça pour arrondir leur fin de mois. Donc après, moi, je crois surtout qu'il ne faut pas voir les choses comme ça. C'est surtout, il faut être sérieux. Et surtout, il faut laisser le temps. On ne devient pas pénaliste en 3 ans. Je pense que c'est un métier empirique. Le pénal, on n'apprend pas à la fac à parler avec certaines personnes. Moi, je défends, c'est une notoriété publique, je défends beaucoup de gens fichés au grand banditisme. Je ne viens pas d'une famille de grand banditisme. Il n'y a pas de cours à la fac pour parler à des grands bandits, ça n'existe pas. Mais j'ai des gens, voilà, ils sont fichés chez les policiers comme étant grand banditisme. On n'apprend pas. On apprend ça sur le terrain. Donc c'est une carte. Mais comme chez tous les avocats, dans toutes les spécialités, c'est quelque chose qui se fait au long cours. Moi, à titre personnel, je te remercie, mais au nom de l'école, je te remercie et je pense que nos étudiants peuvent t'applaudir un bon. Voilà. Merci. Merci à tous d'être venus. Pour ceux que ça intéresse, enfin j'ai envie de dire c'est irrésistible, d'acheter le livre de Clarisse. Il est en vente là-bas et vous pouvez revenir ici. Ça t'embête pas pour de leur dédicacer? Pas du tout, non, pas du tout. Donc, bien sûr. Voilà. Vous pouvez soit l'acheter, soit rentrer chez vous. Elle ne vous met pas le couteau sur la gorge. Perso, je vous conseille de l'acheter, mais bon, elle vous le dédicacera et ça vous fera un très beau souvenir de cette expérience.